jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18. Il est 8h18 et je suis avec Benoît Potier, le PDG d'Air Liquide. Bonjour. Bonjour. Alors, on va évidemment parler notamment d'hydrogène parce que c'est le pari de nombreux pays dans le monde. C'est le pari aussi d'Air Liquide. Vous allez investir 8 milliards d'euros dans cette filière. Il y a une question quand même sur l'hydrogène. C'est un pari incroyable que fait la France, que fait l'Europe. Est-ce que c'est le bon pari? Est-ce que cette énergie, effectivement, c'est l'énergie du futur? Est-ce qu'elle va remplacer à terme une partie des hydrocarbures, du pétrole? Est-ce que les voitures vont rouler à l'hydrogène? Est-ce que les avions vont voler à l'hydrogène? Alors c'est une évidemment grande question à laquelle nous croyons depuis très longtemps. Alors nous l'avons en fait traité cette question en essayant de regarder le système dans son ensemble. On a donc une approche très globale et on n'est pas les seuls. Une centaine d'industriels sont groupés aujourd'hui dans le Conseil mondial de l'hydrogène, que ce soit la mobilité, l'énergie ou la technologie. Donc oui, je pense que c'est un pari qui va être gagné. L'hydrogène, en fait, c'est un vecteur d'énergie, c'est-à-dire c'est un intermédiaire qui est capable d'apporter de l'énergie dans la poche de chaque citoyen du monde. Et de stocker aussi, parce qu'il faut rappeler que grâce au verdissement de l'hydrogène, on est en train d'avoir trouvé peut-être une solution pour stocker les énergies renouvelables, par exemple l'éolien ou l'hydraulique. On ne savait pas trop comment stocker l'électricité. Et comme on se sert de beaucoup d'électricité pour fabriquer de l'hydrogène à partir de molécules d'eau, c'est une manière de stocker quelque part cette énergie renouvelable quand on n'en a pas besoin dans l'immédiat. Absolument, vous avez raison. L'hydrogène en fait peut être produit soit jusqu'à présent à partir de gaz naturel, et c'est ce qu'il y a de moins cher, mais on est en train de développer des technologies de capture du CO2, donc ça c'est une voie aussi très prometteuse. Pour compenser en quelque sorte le fait qu'on en pour rendre plus vert ce qu'on fabrique déjà, ce qui est un peu du bon sens. Et puis dans le futur, utiliser des énergies renouvelables. Alors la beauté de l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables, c'est que quand il y a trop de vent et qu'on n'a pas la consommation correspondante, ou trop de soleil et qu'on n'a pas non plus la consommation d'électricité, à ce moment-là, on peut produire de l'hydrogène et le stocker non pas sur une journée, sur quelques jours, mais sur des mois, voire des années, dans des réservoirs souterrains. Les technologies existent, elles ont été prouvées, nous les utilisons déjà aux États-Unis, et donc on a comme ça un moyen de stocker ce qui est à notre disposition naturellement. C'est vrai qu'on a eu au cours des derniers mois, des dernières années, une sorte de conjonction des éléments qui ont fait, technologiques et financiers, qui ont fait que cette énergie dont on parle depuis longtemps, depuis 10-20 ans, certains nous disent demain on roulera à l'hydrogène, sauf que ça coûtait beaucoup trop cher. Là, on est peut-être en train d'être au point de bascule où oui, les camions, les flottes, les taxis pourront effectivement, de manière économique, fonctionner à l'hydrogène. Absolument, et ce qui est dans la mobilité, la priorité aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les transports lourds, c'est-à-dire ça commence aux camionnettes, ça va vers les camions, les bus, les trains, puisque Alstom en vend déjà aussi bien en Allemagne qu'en France, et puis les bateaux et les avions. Donc tout ce qui va être transport lourd, utilisant beaucoup d'énergie, va basculer à des énergies propres, et l'hydrogène est un des meilleurs candidats. Les voitures de particuliers mettront un petit peu plus de temps, c'est beaucoup plus dispersé, il faut créer des infrastructures beaucoup plus lourdes. Est-ce qu'on va arriver à faire baisser le coût de production de l'hydrogène, et de quelle manière dans les 10 prochaines années? Parce que c'est encore ça le problème aujourd'hui. C'est un problème, et ça n'est plus vraiment un problème sur le papier. C'est-à-dire qu'on a fait les études, on a pris les données qui sont à notre disposition dans le monde entier, et on s'est finalement rendu compte que par les effets de masse, par le nombre des applications, on est capable de faire baisser le coût de l'hydrogène de 60%, ce qui est colossal. Et ça rendrait l'hydrogène compétitif? Ça le rendrait absolument compétitif. C'est-à-dire que l'exemple du Canada, où nous avons démarré le plus gros électrolyseur du monde, 20 MW aujourd'hui, qui tourne très très bien, technologie nord-américaine pour l'instant, eh bien en fait, avec de l'électricité hydraulique, qui est très bon marché, puisqu'il y a beaucoup de barrages au Canada. En fait, l'hydrogène est compétitif, puisque nous le vendons à des clients déjà. Donc, si vous voulez, le système est amorcé. Mais vous êtes aidé par, effectivement, vous le rappeliez, un prix de l'énergie électrique hydraulique extrêmement bon marché au Canada. C'est pas reproduisible partout. Non, mais ce qui est intéressant à imaginer, c'est qu'en fait, si le renouvelable électrique se développe, et nous aurons besoin de plus de capacité, donc de plus d'investissement dans le renouvelable. À partir du moment où ils seront faits, l'électricité sera à un prix
raisonnable qui est suffisant pour rendre l'hydrogène compétitif. Est-ce que vous aurez encore besoin longtemps de l'aide des États? On sait que sur les projets hydrogène, que ce soit dans la fabrication, dans la pile à combustible, dans les réservoirs, très compliqué parce que l'atome d'hydrogène est très petit, donc il faut vraiment rendre le réservoir étanche. On sait que l'État encourage beaucoup les industriels. On parlait ensemble pendant la publicité, il y a 300 milliards de projets, 80 milliards d'euros qui sont déjà engagés par les industriels, mais derrière, il y a des aides publiques. Il y a des aides publiques et c'est assez logique puisque c'est en fait un produit qui est nouveau. Il faut lancer en fait les effets d'échelle. Et au départ, vous savez, c'est cette fameuse vallée de la mort qu'il faut traverser. Vous avez quelque chose qui marche, mais pour arriver à l'échelle et être compétitif, il faut un peu d'aide. Ce que nous demandons, nous, aux États, c'est de nous aider au début, et aux industriels, c'est que ça dure le moins possible. Et en fait, notre objectif en tant qu'industriels mondiaux, c'est de faire en sorte qu'on puisse le plus tôt possible se passer des subventions. Alors, Air Liquide, aujourd'hui, c'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'hydrogène, ça représente 10% environ. Oui. C'est quoi votre objectif à 10, 20 ans? Quelle part l'hydrogène va représenter dans votre mix? Alors, on a fait un petit peu des études, des calculs. On vient de publier nos objectifs climat, environnement et de façon plus générale les objectifs ESG. On pense que d'ici une dizaine, maximum quinzaine d'années, on aura pu mettre 8 milliards de projets sur la table, donc 8 milliards d'investissements, et on pourra tripler nos ventes, qui sont, comme vous le disiez, de 2 milliards environ aujourd'hui, pour les passer à 6 milliards. Ouais. Exactement. Et 6, ça sera peut-être 20% de votre mix, peut-être, quelque chose comme ça? Ce sera peut-être 20%, j'espère que ce sera moins, c'est-à-dire qu'on aura pu faire encore mieux partout ailleurs, dans la santé, dans l'électronique, dans beaucoup d'autres secteurs. Alors on va justement parler de l'ailleurs, parce que vous avez été très présent pendant la Covid avec l'oxygène, dont effectivement dans la santé vous fournissez notamment les hôpitaux, et il y avait ce consortium dont on avait parlé ensemble entre les industriels français pour mettre en place des respirateurs, 10 000 respirateurs supplémentaires ont été produits. Quel bilan vous tirez de cette coopération? Je vais être peut-être un peu surprenant, mais c'est d'abord et avant tout un bilan humain. C'est-à-dire que la fédération de 4 entreprises autour d'un objectif presque fou de produire 10 000 respirateurs en 50 jours a été une aventure incroyable. Et nous y sommes parvenus, donc avec 3 entreprises en dehors de l'Air Liquide, des équipes qui ont été prises. Qui étaient, rappelez-le? Alors Schneider Electric, Valeo et PSA. PSA. Et ces équipes, en fait, se sont retrouvées, elles faisaient des automobiles, elles faisaient du matériel électrique ou d'autres, ou des composants pour l'industrie automobile, se sont retrouvées dans un entrepôt qu'on a loué à fabriquer ensemble des respirateurs. Il a fallu les former, il a fallu les sensibiliser au monde de la santé, qui est un monde à part. Quand on a une roue dans un respirateur mécanique, on n'y met pas de la graisse pour qu'elle tourne mieux, par exemple. Il faut qu'elle tourne toute seule, parce qu'on est dans la santé, on ne peut pas polluer. Vous voyez, donc je dirais des exemples de challenge. Et en fait, ça a remarquablement bien marché. On a livré ces 10 000 respirateurs, ce qui veut dire que le ministère de la Santé a pu équiper les différentes agences régionales. Et aujourd'hui, je peux dire que nous n'avons plus en France de problèmes liés aux respirateurs, et ça a été, je pense, une grande avancée pour la France. Est-ce que, comme grand patron industriel, ça vous donne des idées pour le futur? Est-ce que vous vous dites, tiens, finalement, je suis capable d'investir des domaines industriels qui ne sont pas au départ les miens, de le faire en collaborant? Vous disiez que l'aspect humain, vous avez beaucoup frappé. Oui, mais c'est probablement la plus grande conclusion. Alors, c'était quand même des secteurs qu'on connaissait bien, puisque les respirateurs, nous en fabriquions, mais l'aventure du partenariat et la motivation pour une cause, qu'elle soit industrielle, que ce soit un défi industriel ou un défi de santé ou humain, je pense que là, on a une grande leçon à tirer. Je pense que les partenariats sont des voies qui ne sont pas nouvelles, mais qui vont retrouver un tout petit peu des couleurs. Je pense qu'il faut que dans le 21e siècle, on fasse plus appel aux partenariats. Par exemple, dans l'hydrogène, on connaît les projets de Faurecia à Michelin. Absolument, c'est un exemple, mais nous avons, nous, annoncé également des partenariats sur les technologies notamment, mais il y en aura d'autres. 64 500 salariés dans le monde. Vous êtes, comme beaucoup de grands groupes français, aux avant-postes de ce qui se passe dans la planète. Comment va le monde aujourd'hui, d'un point de vue économique? Est-ce que vous voyez se creuser le fossé entre les continents
à cause ou grâce à cette pandémie? Pour tout ce qui est économique global, c'est-à-dire avec les chaînes d'approvisionnement globales, sur des marchés qui sont un peu des marchés fondamentaux, qui sont souvent les nôtres, en fait, on n'a pas complètement récupéré, mais on n'est pas loin d'avoir récupéré le niveau pré-Covid. Donc l'économie tourne, et ça c'est une bonne nouvelle. On est en phase de croissance dans certains pays, même par rapport à la Chine par exemple. Hein. La Chine, mais pas seulement. Hein. L'Europe a retrouvé pour nous un niveau pratiquement qui est le niveau pré-Covid. Donc ça c'est une bonne nouvelle. En revanche, il y a beaucoup de choses qui ont été bousculées, voire bouleversées. Et je m'attends à avoir une sorte de reconfiguration industrielle à l'échelle de la planète. De quelle manière, selon vous? Je prends un exemple, on fournit l'industrie des semi-conducteurs. Les plus grandes usines sont en Asie, notamment. Avec les gaz liquides, nettoyer certaines pièces, rendre des environnements. On nettoie et on grave en fait. C'est pour la gravure à l'intérieur des structures de semi-conducteurs. Et on est à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire que c'est de la très haute technologie. Bon, il y a quelques acteurs qui sont en Asie, mais on voit les Américains investir significativement aujourd'hui pour créer des capacités. Donc les chaînes d'approvisionnement vont se modifier par des investissements assez massifs. Et les vôtres aussi du coup? Du coup pour nous aussi, donc on va réinvestir aux États-Unis, on ne va pas arrêter d'investir en Asie et peut-être qu'on aura l'occasion dans ce domaine-là par exemple d'investir en Europe. Eh bien on vous réinvitera à cette occasion. Merci Benoît Potier, PDG d'Air Liquide d'avoir été avec nous.